Bienvenue dans Décryptage, votre magazine qui vous permet de faire le point sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons faire le tour d'horizon avec quelques sujets d'actualité, les élections, le découpage, mais évidemment le dialogue sollicité par quelques partis de l'opposition. On fait le point dans ce nouveau numéro avec Jean-Jacques Mamba. Il est cadre du MLC, il en est également le porte-parole de ce parti en remplacement de Germain Kembinga, ministre de l'Industrie. Il est notre invité, bienvenue. Merci. Est-ce que ma présentation vous va ? Parfaitement, sans souci. Très bien. Alors, on va faire le point sur ces quelques questions d'actualité. Les partis politiques affûtent leurs armes en prévision des élections qui viennent, notamment les municipales. Est-ce que le MLC fait également partie de ces partis qui vont déposer leur candidature à toutes les échéances électorales? Évidemment, donc nous sommes bien préparés. Déjà pour les provinciales, il faut plus ou moins 711 candidats. Donc je vous confirme ici que nous les avons, les 711 candidats. Les lignes sont affûtées, elles seront déposées au moment voulu. Nous avons une date butoir qui est le 25. Donc cela sera fait dans le temps. Aussi pour les municipales que pour les autres types d'élections, nous serons tout à fait présents, les gouverneurs sénatoriales et bien sûr... Vous y allez quand même malgré tout ce que vous avez dénoncé, tout ce que les partis politiques dénoncent d'opposition. Mais vous savez... Les partis d'opposition, nous notamment le MLC, nous sommes dans une dialectique. C'est un dialogue permanent. Hein. Nous ne sommes pas partisans de la chaise vide. On peut bien participer à une élection et pendant le processus participer aussi à la réflexion pour améliorer cette élection. Donc on sait bien que le premier scrutin interviendra au mois d'octobre et je pense que nous n'avions pas croisé les bras. Donc depuis que le calendrier est sorti, avant même qu'il sorte, parce que nous étions demandeurs d'un calendrier global, le calendrier est sorti. Nous avons continué les discussions en présentant notamment des propositions par rapport à quelques amendements qui devaient être faits ou des ajustements quant à la faisabilité de ce scrutin. Donc je pense que nous sommes dans une dialectique permanente entre nous et les différentes autorités, que ce soit la majorité, que ce soit les autorités de la CENI, pour que nous débouchions en épilogue sur des élections apaisées. Donc je pense qu'à ce niveau-là, décrier c'est une chose parce que nous sommes aussi acteurs, mais cela ne veut pas dire que nous boycottons parce que c'est un devoir républicain. Nous avons des arguments à faire valoir et la dialectique électorale nous permettra de nous exprimer. Donc nous devons aller pour l'alternance, aller aux élections. Mais par rapport à ce processus électoral, vous en êtes pas encore satisfait, hein? Bon, écoutez, vous savez, nos revendications, vous savez, il y a ce qu'on a, le Conseil de sécurité, la résolution 2211, notamment son article 19, a tapé, a insisté sur le fait que les élections devaient être crédibles, que le processus électoral devait être transparent, que l'opposition devait aussi avoir accès aux médias publics pour pouvoir faire prévaloir ses arguments. Donc, je pense que, vu de cet angle-là, c'est vraiment un devoir républicain, non seulement d'y participer, mais de continuer à parler pour faire comprendre aux différents acteurs, notamment la majorité et aussi les autorités de la CENI, que nous sommes dans une approche consensuelle et que ne pas vouloir cette approche-là, c'est porter les conséquences, finalement, ça portera porter les conséquences d'un scrutin qui ne sera peut-être pas apaisé avec peut-être des incidents fâcheux comme nous avions connu en 2011, qui après les élections, vous avez bien vu, qu'il y a eu des chars de combat, il y a eu des morts d'hommes. Donc ce que nous on aimerait éviter, c'est que oui, en 2016 nous aurons des élections, oui, en 2015 nous aurons des élections, mais que ces différents scrutins soient organisés de la manière la plus transparente, la plus crédible et que nous débouchions notamment sur des résultats qui soient reconnus et acceptés par tous et que l'alternance que nous prenons soit effective. Alors le MLC ne fait pas partie de ceux qui demandent le report de municipal. Non, ce que nous avions dit, c'est pour le deuxième point, c'est la faisabilité. Les municipales, nous voulons bien, parce qu'effectivement, c'est le socle même de la démocratie. Vous avez la proximité qui peut y avoir entre les dirigeants et les dirigés au travers du découpage. Ça doit passer par des élections municipales. Mais notre problème, c'est au niveau de la faisabilité. Est-ce que nous avons les moyens? D'ailleurs, même. La complexité, bon, il faut 1 milliard, mais est-ce qu'avec le temps, est-ce que nous avons les moyens? Et nous avons une contrainte constitutionnelle qui est le délai de 2016 qu'on ne doit pas dépasser. Est-ce qu'avec des élections municipales, on pourra respecter tous les délais prescrits par la Constitution? Je ne pense pas. Et donc, nous, le MLC, nous avions dit, voilà. Et même cette recommandation-là, donc 22.11, article 19.A, fait un focus sur les présidentielles et les législatives. Mais pour autant qu'on peut déjà commencer avec les provinciales maintenant parce que nous sommes prêts, mais je pense qu'on peut, la classe politique dans son ensemble, réfléchir sur les manières de postposer les locales
Ça fait une économie de temps et ça nous permet de mieux nous concentrer sur des élections qui sont prévues par la Mais Constitution. pourquoi vous ne le demandez pas également pour les législatives et la présidentielle? Parce qu'il n'y a pas de contrainte constitutionnelle. Il y a une contrainte constitutionnelle pour l'élection du président de la République. Et je pense que vous avez bien vu les événements du 19 et du 21, c'est-à-dire que tout le monde est unanime, toute la classe politique est unanime, notamment l'opposition, la société civile et la population dans son ensemble, sur le fait qu'en 2016, nous devons avoir des élections. Comme il s'appuie sur la Constitution, nous disons pour ces élections-là, il n'y a pas possibilité de faire quelconque marchandage. Mais pour toutes les autres élections, qui sont autant importantes, mais qui ne sont pas sorties de contraintes constitutionnelles, on peut bien décaler certaines. Pour preuve, les élections locales n'ont jamais été organisées dans ce pays depuis 2006. Oui. Mais nous avons fait les présidentielles en 2011. Nous devons les faire en 2016. Donc c'est tout à fait normal. Vous voulez qu'on y aille dans ce contexte-là exactement? Vous dites? Vous voulez qu'on y aille dans ce contexte-là? Oui, dans un contexte de respect de la Constitution, dans un contexte de faisabilité, dans un contexte de crédibilité du processus électoral. On voit déjà qu'on vient de reporter. Vous voyez, le dépôt des candidatures des provinciales a été décalé de 20 jours. Imaginez-vous pour les plus ou moins 19 000 candidats pour les municipales, ce que ça sera. Donc nous disons, l'année prochaine, ça sera une année très compliquée parce que nous avons des présidentielles et législatives qui sont assorties d'une contrainte constitutionnelle. Vaut mieux faire un focus, selon même la résolution, sur ces élections-là et on verra le reste après. Très bien. Est-ce qu'au niveau de la présidentielle, le MLC aura un candidat à aligner? Je pense que je peux vous affirmer que nous aurons un candidat et ça sera bien le président Jean-Pierre Bemba parce que nous avons bon espoir qu'il va sortir. Et nous faisons un focus sur l'ensemble du processus électoral. Donc à tous les niveaux, nous allons présenter des candidats, y compris à la présidentielle. Et je pense bien, sans aucun doute, que le Congrès validera la candidature du président Jean-Pierre Bemba pour autant qu'il soit parmi nous à cette date-là et nous le croyons. Et s'il n'est pas là, vous allez vous contenter tout simplement des législatives et les autres? Ce n'est pas un contentement. Nous allons faire ce que nous sommes en mesure de faire. Vous savez, être candidat à la présidentielle, ce n'est pas peu de choses dans un pays qui a 2 345 000 km². Ça demande des moyens. Il faut avoir un aura national et je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons d'autres meilleurs candidats que M. Jean-Pierre Bemba, le sénateur national. Donc il ne suffit pas de présenter des candidats, mais il faut aussi s'assurer qu'en présentant les candidats, vous allez gagner l'élection. Et c'est vrai que c'est notre meilleur joker, donc nous espérons qu'il sera parmi nous pour aller jusqu'aux élections présidentielles. Et vous en doutez des qualités de votre sénatrice, de la sénatrice? Nous ne parlons pas de qualité. Nous ne parlons pas de qualité. Je vous parle d'un ensemble de choses. Je vous parle par exemple des moyens. Vous savez qu'il faut des moyens conséquents pour faire une campagne sur toute l'étendue du territoire national. Souvenez-vous, le président de l'UDPS en 2011 qui a eu une panne d'avion parce qu'il ne pouvait pas continuer sa campagne. Non, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que, indépendamment des qualités, il y a un congrès qui valide une candidature et jusqu'à preuve du contraire, je pense bien que notre meilleur candidat qui réunit tous les atouts, c'est-à-dire qui a un aura national, parce que vous savez qu'en 2006, il a eu plus de 40%, qui aujourd'hui se retrouve dans une affaire qui n'est pas la sienne et donc qui est victime, je pense qu'il est très attendu du peuple congolais et nous n'avons pas meilleur candidat pour nous pour l'instant. Alors, l'UDPS exige ou demande l'organisation d'un dialogue. Le MLC également est partant. Mais écoutez, le MLC est dans une logique de dialogue permanent. Mais simplement que maintenant que nous avons été approchés pour un dialogue, nous disons, notez bien que dans ce pays, depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 17 dialogues. Le dernier grand dialogue que nous avions eu, ce sont les concertations nationales qui étaient assorties de 679 recommandations, d'ailleurs qui n'ont même pas été suivies. Ce que le MLC dit actuellement est que oui, nous voulons dialoguer, mais nous n'avons pas besoin d'un grand format. Nous voulons dialoguer sur des questions essentielles qui sont liées au processus électoral, c'est-à-dire la constitutionnalité, dont on doit respecter les délais et l'enrôlement des majeurs, des nouveaux majeurs, donc ceux qui ont aujourd'hui 18, 19, 21 ans. Et nous avons un problème de crédibilité du processus électoral. Une chose est d'aller aux élections, une autre chose c'est d'avoir des élections crédibles dont les résultats seront acceptés par tout le monde. Nous avons la consensualité. Vous avez bien vu que nous avions déposé un mémo au niveau de la CENI avec toutes les recommandations, des propositions, mais jusqu'à là, nous n'avons pas de retour. En revanche, nous avons une réponse on ne peut plus autocratique de M. Maloumalou qui a dit que rien ne va changer. Donc nous espérons que dans ces dialectiques, avec les inputs de tous les amis de l'opposition et ceux de la majorité, on pourrait trouver un compromis à ce niveau-là. Donc je veux dire que notre participation à un dialogue ne peut être circonscrite que dans un cadre purement de l'amélioration du processus électoral et pas un autre cadre. Pourquoi? Parce que nous tenons à ce que nos élections présidentielles et législatives se passent en 2016. Donc une de nos propositions, c'est effectivement qu'on puisse postposer les élections municipales et locales. Nous voulons que nous ayons des résultats... Ce sera là la demande aussi. Non, mais nous l'avons déjà déposé via un mémo.
nous l'avons déposé via un mémo. Nous attendons un feedback de la part de la CENI qui n'est pas encore arrivé. Vous allez réitérer cette demande pendant le dialogue? Non, nous ne sommes pas demandeurs d'un dialogue en format où on doit se mettre à table pour discuter de ces choses. Je pense que le dialogue va être en épilogue une dialectique électorale. Nous allons vers les élections. Nous sommes focus sur les élections. Maintenant, si nous sommes invités pour des échanges, dans le cadre de l'amélioration du processus électoral, le MLC sera présent. Dès que vous voulez, ou dès que la majorité, ou que les autres acteurs veulent sortir de ce cadre-là, nous ne serons plus partie prenante. Nous voulons des bonnes élections qui respectent les délais constitutionnels. C'est-à-dire que M. Kabila, qui n'est plus président de la République après 2016, devra organiser sa famille politique pour avoir un autre candidat. Nous voulons des élections apaisées, nous voulons des élections crédibles et des élections transparentes. Voilà l'objet pour lequel nous accepterons de discuter jusqu'à la veille du scrutin, sans souci. Mais pour les autres points qui sortent du cadre électoral, nous ne sommes pas concernés et nous ne sommes pas partie prenante. Le MLC demande ce dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Vous aussi? Vous parlez de l'UDPS. L'UDPS. Non, nous déjà, nous ne sommes pas demandeurs du dialogue. Lorsque nous avons déposé notre mémoire à la CENI, nous n'avions pas demandé l'intervention de la communauté internationale. Donc je ne pense pas, déjà n'étant pas demandeurs de dialogue, nous sommes dans une dialectique qui consiste à échanger avec les différents acteurs, donc la CENI, la majorité, on a reçu M. Kalev qui a fait la ronde de tous les partis. Donc nous sommes dans une dialectique d'échange. Nous échangeons des informations, nous donnons des points de vue et nous espérons que dans ce cadre-là, on peut trouver un consensus sur l'organisation des élections crédibles. Mais Monsieur Jean-Jacques, en quoi ce dialogue sera-t-il différent des concertations nationales? C'est pareil, à mon entendement. Raison pour laquelle je vous ai dit que le MLC n'est pas demandeur de dialogue. Nous en avons eu 17 et le dernier qui a 679 recommandations, je ne pense pas qu'on a atteint même les 10%. Donc on ne va pas aller de dialogue sur dialogue. Le vrai dialogue le plus attendu actuellement, c'est la dialectique électorale, c'est-à-dire la majorité devra aller devant le peuple pour rendre compte de ces 10 années de gestion et nous, l'opposition, avec des arguments un peu plus solides, nous allons pour dire, écoutez, voilà ce qui a été fait, nous allons faire mieux parce que nous voulons l'alternance. Donc je pense que nous devons tous aller cap sur les élections, que chacun puisse affûter ses arguments pour convaincre cette population qui est finalement le souverain primaire, pour voir de la majorité et de l'opposition qui ont raison et à qui on donnera prochainement la confiance. Ça, c'est le dialogue le plus important. Maintenant, ce qui peut se passer maintenant jusqu'à ce processus-là, pour moi, ce sont des échanges qui sont tout à fait normaux entre un parti d'opposition, entre d'abord les partis d'opposition, avec les institutions de la CENI ou avec les camarades de la majorité. C'est pour la bonne marche du pays. Nous ne sommes pas contre et nous sommes toujours ouverts pour faire des propositions quant à l'amélioration. Très bien. Alors, quelle chance donnez-vous au processus du découpage territorial? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas encore l'organiser parce que ça favorise des conflits? Mais écoutez, des conflits, on ne sera pas à l'abri des conflits. Ce que nous avons dit MLC, c'est une loi qui date de 2006, la loi de programmation des provinces. Normalement, pour un gouvernement qui est responsable, ces choses-là devaient être faites graduellement. On pouvait par exemple prévoir, nous avons 26 provinces, de construire 3 bâtiments par an, parce qu'ils ont quand même fait 9 ans au pouvoir. Ils pouvaient se dire, bon voilà, nous devons décentraliser complètement, mais il faut qu'il y ait des symboles de l'État. Donc dans chaque province qui sera découpée, voilà, nous devons construire chaque année 3 bâtiments. Dire par exemple au sud d'Ubangui, nous faisons la police, nous faisons l'assemblée municipale et nous faisons le bâtiment qui va abriter le maire de la ville. Et comme ça, après 10 ans, parce qu'ils ont été au pouvoir pendant 10 ans, on aurait 27. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que depuis 2006, ils n'ont rien fait. 2011, ils ne font rien. Et alors qu'ils sont en train de chercher encore 1 milliard pour faire les élections et qu'ils ont donné 5 millions au lieu de 46 millions pour la première phase à la CENI, ils se disent qu'ils sont prêts à installer des provinces. Donc ce que nous disons, c'est que cela se fait dans la précipitation et cela peut cacher un agenda plus ou moins caché qui consisterait à créer un cafouillage pour qu'on aille vers le glissement. Donc ce que nous disons, c'est que oui, ce pays ne pourra se développer que si nous rapprochons les administrés de ceux qui les dirigent, c'est-à-dire en découpant pour accélérer le processus de développement. Oui, cela est nécessité, mais nous disons non, ce n'est pas le moment. Pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous sommes devant une fatalité, c'est-à-dire un État qui est en faillite, qui n'a pas les moyens. Vous regardez ici à Kinshasa, vous avez la police nationale. Vous allez me dire que dans tous les quartiers, la police est dans des conteneurs. Donc allez-y comprendre ce qui va se passer lorsqu'on aura 26 provinces, parce que le symbole de l'État, c'est d'abord l'ordre. Donc vous avez les forces de l'ordre qui doivent avoir un symbole qui est fort, notamment dans les zones à conflit. Donc il faut des bâtiments et il faut ainsi de suite. Mais ceci sur l'autorité publique, celle qui va gérer la cité. Cette autorité doit avoir des bâtiments et un cadre de travail propice. Mais les différentes provinces qui seront provinciales, ou je veux dire, qui seront issues de ce découpage, pourront, elles, amorcer ce développement? Mais malheureusement, il n'y a rien qui est inscrit dans le budget. Regardez dans le budget 2015, il n'y a rien qui est inscrit. La caisse de péréquation, entre guillemets, elle est presque vide, il n'y a rien dedans.
il faut qu'ils aient un budget, mais le budget n'existe pas. Donc, créer verbalement ou créer par ordonnance, c'est une chose, mais créer matériellement, c'est une autre chose, parce que les conseillers municipaux devront être payés, le maire doit être payé, on doit payer les nouvelles unités qu'on doit enrôler pour la police, pour l'ordre public. Ce budget-là est inexistant. Et autant, celui des élections nous dit qu'il y a des moyens, mais comment ça se fait qu'il y a des moyens et qu'au lieu de 46 millions, on verse 5 millions à la CENI qui est bloquée? Donc, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, oui, nous sommes d'accord avec la majorité sur le fait qu'on doit découper. Mais nous ne sommes pas d'accord sur le moment parce que nous constatons que l'État est en faillite et qu'il n'a pas les moyens d'aujourd'hui d'installer 26 provinces. Donc c'est inopportun, c'est prématuré, l'échec est prévisible à votre avis? Ce n'est pas inopportun, ce n'est pas prématuré, mais c'est simplement impossible à réaliser. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils ont déjà promulgué la loi. Donc, dans les faits, nous avons 26 provinces. Mais est-ce que ces provinces-là sont viables? Est-ce que ces provinces-là, matériellement, elles existent? Elles n'existent pas. Et comme nous sommes dans un processus préélectoral et bientôt un processus électoral, je trouve mal, enfin, je ne pense pas, excusez-moi l'expression, je ne pense pas qu'ils auront le temps et vraiment les moyens nécessaires pour s'occuper du découpage des 26 provinces. Très bien. Alors, quelle est la lecture que vous avez faite au niveau du MLC par rapport à l'itinérance ou la tournée de l'émissaire du chef de l'État auprès de partis politiques? Écoutez, je pense que, déjà, comme je vous l'ai dit, nous sommes un parti républicain, nous sommes souvent ouverts aux échanges. C'est vrai que je vais peut-être m'abstenir de commenter, que ce soit le directeur de l'ANER qui fasse cette tournée. Je pensais peut-être au chef de la maison militaire, M. Mougalo, qui pouvait le faire. Bon, écoutez, il y a plusieurs commentaires qui peuvent... Oui, la maison civile, excusez-moi. Il y a plusieurs commentaires qui peuvent être émis par rapport à cela, donc je ne vais pas aller dans ce sens de commentaires, mais moi je sais simplement qu'il est venu pour demander, il dit que le chef de l'État a écouté les doléances de l'opposition, il est prêt à un dialogue, c'est nous qui devons déterminer comment ça doit se passer. Et nous avons donné notre réponse, celle que je suis en train de vous donner, que oui, nous voulons des échanges. Nous n'avons pas besoin d'un format spécifique, mais nous voulons des échanges autour du processus électoral et pas autre chose. Donc ça, c'est la réponse officielle du MLC. Maintenant, commenter, je peux dire que c'est quand même positif que le chef de l'État se mette à un certain moment à se dire que, écoutez, malgré les concertations nationales, malgré Sun City, malgré Lusaka, les choses ne fonctionnent pas. Peut-être qu'il faut que je tende la main à l'opposition pour que nous discutions, mais c'est vrai que nous n'allons pas freiner pour une seule minute le processus électoral. Nous pouvons continuer à discuter jusqu'au 15 novembre 2016, il n'y a pas de souci, mais après la remise des reprises, on va discuter avec un autre président. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous sommes focus sur le processus électoral. Nous apprécions que le chef de l'État tende la main et je pense que c'est pour l'avenir de ce pays, c'est pour l'intérêt de tout le monde et nous sommes tout à fait flattés que nous ayons été contactés via son émissaire. Mais pour nous, comme je le dis et je le répète, focus sur le processus électoral et nous allons continuer pour batailler et pour créer l'alternance. Alors, si aujourd'hui il arrivait, au regard des contraintes, au regard de tout de toutes les réalités sur place, qu'il y ait glissement, que nous soyons au-delà de 2016. Écoutez, le gouvernement, de toutes les déclarations publiques que j'ai entendues, le gouvernement prétend avoir les moyens. Et je pense que c'est un délai qui est constitutionnel. Donc je pense que la loi prévoit des mécanismes en cas de non-respect de la Constitution, notamment en ces points-là. Ben, nous tiendrons le gouvernement pour responsable. Et je pense que ce qui s'est passé le 19 et le 21 janvier montre à suffisance que nous ne sommes pas les seuls à le vouloir. Ce n'est pas simplement au toit de là que je m'y mette le besoin simplement d'alternance, mais je crois que c'est le besoin d'un tout un peuple de voir une autre chose, une autre manière de gouverner, des autres idées, des autres énergies. Et je pense qu'en ce moment-là, c'est le peuple qui décidera de ce qu'il faudra faire. Mais je ne pense pas que nous aurons un glissement. Je compte sur la bonne volonté du président de la République, de toutes les instances du gouvernement de la CENI pour que nous respections notre constitution parce que c'est ce que nous avons de plus cher et c'est la seule chose qui peut nous mettre d'accord. Donc si déjà nous n'arrivons pas à la respecter, ça posera un problème. Vous avez bien vu au Burundi que ça devient ingouvernable simplement parce que M. Pierre Nkurunziza, le président de la République, a décidé de briguer un mandat à l'encontre des textes qui régissent le Burundi. Très bien. Alors, je m'en voudrais, en tout cas, si je ne vous pose pas cette question, quelle est la lecture ou quel est le regard critique que vous avez porté sur cette fameuse affaire Tombe ou fosse commune auprès du MLC? Mais écoutez, la première des choses, c'est que nous avons des valeurs que nous défendons. Je pense que la vie, on ne peut pas désacraliser la vie humaine.
Vous comprendrez bien, et à titre d'exemple, il y a eu des morts sur la Méditerranée qui ont été enterrés en Sicile. Il y avait des beaux cercueils. Les Siciliens ne connaissaient pas ces personnes qui venaient pour l'immigration. Elles les ont enterrées dans des beaux cercueils. Ici, j'ai assisté... Ah, vous, le problème, ce sont les beaux cercueils Non, seulement. moi, mon problème, c'est qu'on ne peut pas parler de mort d'homme comme si on parlait de chiens. On ne peut pas un gouvernement responsable qui n'est même pas capable d'avoir un ministère social, des affaires sociales. Vous aviez remarqué, le Matata 2, il n'y avait pas de ministère d'affaires sociales, qui est incapable d'avoir une cantine pour les indigents, commence à faire la publicité à la télé pour dire, mais écoutez, vous aviez parlé de 425 ans, nous vous apprenons qu'on vient d'en faire encore 380, nous vous apprenons que... C'est-à-dire qu'il fait la publicité des indigents qu'il enterre, sans outre mesure. Un indigent, c'est une personne qui n'a pas de sécurité sociale. Non, mais c'était dans le souci de la transparence. Non, la transparence ne suffit pas dans ce cas-là. Ce que nous disons, il y a un problème de responsabilité. Qu'est-ce que dit notre Constitution? Le gouvernement a l'obligation de protéger les plus faibles, de protéger tous les Congolais. Il y a la protection sociale dans cette protection. Donc, lorsqu'on parle de protéger, il y a la couverture sociale. Un gouvernement responsable doit avoir une cantine pour les indigents. Un gouvernement responsable ne peut pas laisser une année des gens en face de la commune vers Kassavubu qui viennent de Brazzaville sans les loger, sans rien faire pour eux. Donc, ce que nous disons, c'est que non seulement... Donc, vous prenez l'État-providence, apparemment. Non, pas un État... Il faut appeler les gens au travail. Je vais vous aider. Vous savez la taxe, hein, la taxe est liée à des services. Nous avons plusieurs taxes dans ce pays. Si vous avez un ministère d'Affaires sociales, c'est pour aider aussi les plus faibles. Dans tous les pays du monde, il y a une couverture sociale. Même aux États-Unis, qui est un pays ultra-capitaliste, il y a une couverture sociale pour ceux qui ne peuvent pas se soigner. Vous connaissez Obamacare. Donc pour ceux qui ont peu de moyens, l'État doit faire quelque chose. Mais nous avons un État qui pille, qui taxe, mais qui ne fait rien. Vous savez, l'hôpital de Cinquantenaire, c'est un musée. Combien de personnes y vont? Êtes-vous déjà allé là-bas? Peut-être pas. C'est moi qui pose des questions. Non, c'est pour vous dire que nous avons un État qui ne fait que prendre, qui ne fait que taxer, mais qui ne donne aucun service. Et nous disons, pour ce cas-là d'indigents, premièrement, il y a eu la banalisation de la vie humaine. Et deuxièmement, l'État n'est même pas conscient qu'il a une responsabilité dans la mort des indigents. Sa responsabilité. Et quand le peuple banalise aussi en laissant les gens dans les morgues? Mais alors, attendez, vous voulez comparer la responsabilité du peuple et la responsabilité de ceux qui ont les deniers publics, ceux qui gèrent? Non, monsieur, ce n'est pas comparable. On les a enterrés. Non, ceux qui gèrent sont payés pour régler des problèmes. Si aujourd'hui la population n'a pas les moyens d'enterrer quelqu'un, l'État doit le faire. Parce que l'État nous taxe partout. Dans tout ce que nous consommons, il y a une taxe de l'État. Même l'indigent, quand il va acheter son pain, il y a une taxe de l'État. Donc je veux dire que l'État doit être en mesure de retrocéder la petite quantité qu'il reçoit de nous. Et il doit la retrocéder au travers des services sociaux qui sont inexistants dans ce pays. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire que nous payons de notre poche pour que les caisses de l'État soient alimentées. Et il appartiendra à l'État, dans son budget, de prévoir une quantité pour tout ce qui est social, les enterrements des indigents, les cantines pour les indigents, les couvertures pour les soins de santé pour les plus démunis. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Et malheureusement, attendez, quand vous serez aux commandes, vous allez le faire. Hein. Monsieur, vous pouvez compter sur le MLC, nous le ferons. Merci. Nous avons fini cette émission. Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes porte-parole du MLC. Merci d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Cette émission est finie. Portez-vous bien. À très bientôt, avec le même plaisir.